Bonjour à toutes et à tous et un grand bonjour à Daniel Guggenheim qui aujourd'hui va nous éclairer sur toutes les à faire et à ne pas faire du point de vue économique en Israël. Daniel était déjà passé dans notre atelier il y a 2 mois et aujourd'hui, Daniel Bokertov. Bonjour, oui, bonjour, Boker Tov. Alors Bonjour. Daniel, nous allons commencer peut-être avec Israël qui prépare son autonomie alimentaire. Oui, avant justement, quand vous dites que de parler des conseils économiques, je voulais parler de quelque chose qui me semble très important et dont la presse n'a pas vraiment fait écho en Israël, mais qui montre qu'Israël maintenant, malgré la guerre, prépare son avenir. De quoi il s'agit? Comme on parle que Netanyahou a dit récemment qu'Israël prépare des plans pour être indépendant point de vue armement, de la même façon, le ministère de l'Agriculture prépare un plan qui doit permettre à Israël d'être indépendant point de vue alimentaire. On a vu ce qui s'est passé avec la guerre avec l'Ukraine, comment ça peut entraîner des problèmes d'approvisionnement et d'autres problèmes qu'il y a eu maintenant, même dans la guerre en Israël. Et donc, il y a un plan qui est préparé. C'est un plan qui s'étendra jusqu'à 2050 et qui a des étapes intermédiaires en 2030 et 2040 pour voir si les objectifs seront atteints. Il y a un comité ministériel, interministériel des principaux ministres qui sont concernés par ce projet, que ce soit l'agriculture, bien entendu, l'écologie, même l'habitation, etc., qui doivent, dans les 6 mois, présenter au gouvernement un plan détaillé pour qu'il soit approuvé. Et même dans les prochains jours, ils vont donner les grandes lignes. Et il y a 4 objectifs dans ce plan. Il y a la régularité de l'approvisionnement, sa qualité, le fait que ça soit accessible point de vue prix et que aussi, bien entendu, ce qui se passe en ce moment, point de vue environnemental, à cause de la crise de réchauffement climatique. Si on regarde maintenant à l'heure actuelle, la plupart des produits frais, je parle des légumes et des fruits, sont consommés en Israël par une production locale. Mais si on va plus loin, c'est-à-dire dans les produits qui sont surtout préparés, on appelle ça des calories, 60% c'est par l'importation. Or, il y a une grande concentration mondiale des producteurs de produits agricoles. Par exemple, en maïs, il y a 4 pays qui font 80% du maïs. Et dernier exemple, l'huile d'olive, qui faisait 50% de la production d'huile d'olive, il y a eu un problème et de ce fait, justement à cause du réchauffement climatique, 50% de sa production a baissé. Et Israël a été concerné aussi par ça, parce qu'il y avait une politique qui était mauvaise avant, due par le ministère des Finances, d'enlever les oliviers en Israël, de ne pas permettre aux agriculteurs de produire assez d'huile d'olive. Et maintenant, dans une situation où en Israël, le litre qui est vendu, ici l'israélien, il a augmenté même de 30 à 40% le litre. Et quand il vient de l'étranger, souvent, ce n'est pas la même qualité et souvent, c'est mélangé avec de l'huile que c'est tout sauf de l'huile d'olive. On parle même de l'huile qui est utilisée pour les voitures. Donc, c'est important de montrer que malgré tout ce qui se passe, il y a des gens derrière qui préparent Israël pour les prochaines années sur quelque chose qui est très, très important, l'autonomie alimentaire. Mais alors, Daniel, on entend toujours dire que l'économie israélienne est entre les mains de 10 grosses familles. Est-ce que ça sera toujours identique ou est-ce que l'État aura la mainmise sur ces 10 grosses familles qui se partagent un petit peu le gâteau? Là, vous posez un autre problème, qui est un problème général, pas de l'agriculture, de la production en Israël, de la concentration, de l'oligopole, la façon dont Israël d'ailleurs a été créé par une aide très importante de certains industriels, par le fait qu'il y a eu à un moment donné les syndicats qui étaient très actifs, fait qu'on a eu ce problème. En fait, si on remarque, sauf vraiment dans le système bancaire, dans beaucoup de sociétés et d'autres choses, surtout dans la technologie, il y a une très grande démocratisation. Donc, à mon avis, ça sera quelque chose, un rythme, il y aura un changement même à ce niveau-là, mais ça sera assez long et sur une longue période.
Alors maintenant, euh, j'aimerais bien qu'on aborde le problème des investisseurs, parce qu'en fait, au niveau de la haute technologie, on a l'impression qu'ils reviennent. Tout à fait. C'est très important parce que qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur Israël, sur le fait que la guerre fait qu'il n'y aura pas d'investissement dans la technologie, qui a suivi une année très très dure, une année où il y a eu la réforme, soi-disant la réforme juridique, qui a fait que beaucoup d'investisseurs, on disait en tout cas, investissaient moins en Israël dans la technologie. Et là, on a des chiffres pour le premier trimestre 2024 très impressionnants. D'abord, depuis 2022 jusqu'à justement le premier trimestre, il y avait moins de collecte de fonds. Et pour la première fois, il y a plus de collecte de fonds que la période précédente. Ça veut dire que justement, il y a un regain des investisseurs en Israël sur la haute technologie. Il y a 10% en plus au premier trimestre par rapport au quatrième trimestre 2023 de fonds qui ont été collectés dans la haute technologie. Et par exemple, il s'agit de 1,6 milliard de dollars qui a été collecté pour 105 collectes. Et d'ailleurs, si on regarde au point de vue déjà aussi depuis la guerre, on voit que depuis le début de la guerre, il y a eu 3,7 milliards de dollars d'entreprises qui ont réussi à se vendre à l'extérieur, ce qu'on appelle exit, qui est très très impressionnant. Ça montre l'importance de la haute technologie en Israël. Il y a eu 20 nouveaux fonds étrangers qui veulent investir en Israël. C'est même peut-être une partie des fonds en Israël, mais en tout cas surtout étrangers, qui veulent investir en Israël pour une somme de 1,7 milliard de dollars. Et ça, je le dis uniquement depuis le début de la guerre, ce qui montre qu'il y a toujours un attrait dans la haute technologie en Israël. Il y a toutes les semaines, on entend que des entreprises collectent 100 millions de dollars, donc c'est très important. Et on a eu, par exemple, deux choses cette semaine. On a eu l'annonce que Mobileye a terminé son grand projet en Israël, qui va être le siège mondial pour elle de la conduite autonome dans l'automobile. C'était un projet qui a été mené sur 7 ans, où il y a un très très grand complexe industriel de dizaines de milliers de mètres carrés et qui va faire que justement Mobila va encore plus s'implanter en Israël. Tout cela montre, comme je l'ai dit, le redressement de la haute technologie en Israël. Alors, Daniel, si vous permettez, on va aborder maintenant les conseils bancaires. Vous savez que les francophones sont un peu paumés en Israël avec les banques. Euh, J'avoue que les conseils de Daniel Guggenheim valent leur pesant d'or. Alors, avant tout, j'apprécie énormément votre conseil qui est de vérifier tous les jours son relevé bancaire. Maintenant, les conseils bancaires que vous êtes amenés à donner aux francophones, et pas que, par exemple, les Oui. virements bancaires, on est D'abord, quand vous dites, vous vérifiez quotidiennement votre compte bancaire, aussi les cartes de crédit. Bien les vérifier parce que qu'on vérifie que personne n'a utilisé votre carte de crédit, c'est aussi très important, ou bien qu'il y a eu des dépenses que vous n'étiez pas au courant sur la carte de crédit et ça vous fait prendre conscience de certaines choses. Donc, il faut, et le compte bancaire et la carte de crédit sont des choses très importantes, comme vous l'avez noté, de les vérifier quotidiennement. Alors, maintenant, quand on parle des virements, de l'étranger en Israël. C'est quelque chose de très... J'ai énormément de questions à ce sujet parce que d'abord, je voudrais dire un phénomène que c'est pas seulement que je vois à Calita, mais on en parle même dans d'autres cercles financiers, que depuis la guerre, apparemment, pour des raisons qui sont, à mon avis, le mot antisémite, il faut le dire, il y a des gens en France qui sont dans le cercle bancaire, je parle des employés, pas au haut, qui empêchent des fois des virements de Français en Israël et en demandant des choses qu'ils n'ont jamais demandé avant et qui n'est pas, où il n'y a pas une loi derrière, c'est juste faire des problèmes bureaucratiques. Et il y a même, parce que je vois des gens qui ont marqué avec Palestine Vivra à côté, etc. Donc on voit bien que c'est lié pas seulement à des problèmes bureaucratiques. Donc j'attire l'attention de nos auditeurs à ce sujet et aussi du fait que à tel point, c'est que il y a un avocat qui est très connu, Godanel, je crois que c'est son nom, qu'on s'entend de s'adresser à lui parce que c'est quelque chose de très important. Donc, ne vous étonnez pas pour des gens qui ont l'habitude d'avoir l'Israël, peut-être ils vont être des fois plus tatillons et des fois ce n'est pas des choses qui sont justifiées. Donc, c'est une mise en garde que je voudrais faire. Maintenant, il faut savoir
qu'il y a un grand problème, à part ça en général, de ce qu'on appelle les lois de blanchiment d'argent. Peut-être même vous avez entendu par les auditeurs et vous-même ce qui s'est passé récemment que l'Amérique a obligé de fermer à des colons des comptes en Israël, soi-disant parce que c'est des gens dangereux. Ça, c'est le haut de l'iceberg. En vérité, depuis maintenant à peu près les années 2000, Israël, du point de vue régulation bancaire, est extrêmement surveillé pour tout ce qui est donc les virements bancaires. Et en France et en Israël, dans les deux cas, lorsque quelqu'un veut faire virer des grandes sommes, il faut vraiment qu'il monte patte blanche. Et il faut le savoir d'ailleurs que si on est encore en France, on est immédiatement signalé à l'administration fiscale comme quoi on a un compte à l'étranger parce qu'ils n'ouvriront pas un compte à quelqu'un qui savent qu'il est en France, qu'il est fiscalement français, s'il ne lui donne pas son numéro de sécurité sociale, ce qui permet immédiatement au fisc de savoir qu'il a viré de l'argent à l'étranger. Donc ça, c'est premièrement un problème très, très important de bureaucratie. Je voudrais dire que même récemment, j'ai eu l'affaire malheureuse de quelqu'un qui avait envoyé dans une grande banque en Israël, pour ne pas la nommer, à Banque Hapoalim, elle avait envoyé il y a plusieurs années plusieurs millions de shekels. Et tout d'un coup, elle a dit, elle voulait s'acheter un appartement. Pourquoi pas? Son argent était là depuis plusieurs années. Et la banque en Israël lui a dit, justifie que l'argent que vous envoyez il y a 4-5 ans était cachère. Mais elle a dit, vous m'avez rien demandé à l'époque. Et à cause de ça, elle n'a pas pu acheter immédiatement sa maison, elle a dû résilier le contrat et elle a dû faire tout ce que la banque lui a demandé, plein de choses bureaucratiques. Et ce n'est pas normal que, parce que la banque à l'époque n'a pas fait son devoir, qu'elle empêche maintenant un client de pouvoir acheter normalement son appartement. Et ça s'est résolu vraiment à la dernière minute. Enfin, ils ont cédé parce qu'elle a encore apporté des papiers, mais je mets en garde aussi ça, que même si vous n'avez pas eu des problèmes à l'époque, ça peut arriver que vous en ayez après. Donc ça, c'est un problème. Dernier problème qui existe aussi dans les virements, c'est un problème de coût. Parce que, bien entendu, la banque en France va prendre, c'est aussi sa part lorsqu'elle envoie des euros, mais ou bien on peut envoyer aussi en shekel, mais de toute façon, il y a aussi également là-dessus des commissions. Lorsque on reçoit l'argent en Israël, la banque immédiatement perçoit une certaine commission en disant ça lui donne du travail de vérifier que l'argent est arrivé, je ne sais pas exactement. Et à part ça, quand il faudra transformer ces euros en shekels, la banque se prendra encore plusieurs commissions. D'abord une commission fixe de change, plus une commission variable, ça dépend de la somme, plus en plus de ça, le taux sur lequel la banque fait son change est est moins bon que le taux officiel, à peu près 1%. Donc, il faut compter tout ce que je vous dis, à part les nerfs dont j'ai parlé dans la première partie, un coût de 1,5 à 2%. Donc, c'est assez important, surtout quand ce sont des grosses sommes, immédiatement voir qu'on a été grugé de 1,5 à 2%. C'est pour ça que moi, je conseille, dans le cas où cet argent, il est fait pour ne pas être immédiatement utilisé, pas dans une banque, mais pour l'épargne. Alors, même si on est en France, il faut savoir qu'il y a une possibilité d'épargner par un instrument qui s'appelle la police d'épargne, qui est en Israël vendu par les assureurs, qui ressemble à ce qu'en France on appelle l'assurance vie, c'est-à-dire c'est un produit de capitalisation et donc on bénéficie des bénéfices, il y a des circuits d'épargne et l'intérêt c'est qu'il n'y a aucune commission, c'est le change est fait au change officiel et en plus de cela, il y a plus de problème, il y a presque pas de problème bureaucratique parce que la législation concernant ces produits-là, à point de vue de blanchiment d'argent, est beaucoup moins importante. Et, et donc, c'est aussi beaucoup plus facile. Le travail est fait par l'assureur. La personne n'a pas grand-chose à faire sauf à donner l'ordre de virement. Des fois, les assureurs appellent même la France pour expliquer le faire. On ne paye pas l'assureur boîte dans lequel l'argent sera viré, qui paye tout l'assureur. Et donc, c'est également intéressant pour ça. Et donc, s'il y a des gens qui sont intéressés par ça, je pourrais le dire. Moi, je sais que j'ai beaucoup d'Olim ou de Français touristes ou autres, je les fais faire. C'est des millions et des millions d'euros qui sont passés par ce produit d'épargne. Et c'est, à mon avis, très, très intéressant dans les cas où je parle, en tout cas. Petite précision pour tous les franco-israéliens qui nous écoutent. La loi a changé en 2019. La déclaration des comptes doit être faite régulièrement chaque année. Vous parlez en Israël? Non, en France. Mais justement, Ah, en on France, s'adresse oui. aux franco-israéliens, donc n'oubliez pas,
sinon vous êtes redevable. L'amende sera de Ah oui. 1500 Ah oui. euros par compte. Alors qu'on est Oui. censé l'avoir déclaré une fois et qu'on... Bon, d'accord, je le précise. Alors, maintenant, Daniel, les banques israéliennes, quand vous déposez de l'argent, vous déposez 1 million de shekels, elles Oui. en profitent pour placer cet argent. Elles font travailler cet argent. Qu'est-ce que ça rapporte Oui. en Israël aux clients? Par le système bancaire, il y Oui, a, si on accepte de bloquer son argent, même en euros ou en shekels, on recevra un taux d'intérêt. On recevra des intérêts, comme en France, sur un compte à terme. mais est-ce qu'il faut le Maintenant, demander parce que ça ne figure jamais sur les relevés, dans le ah, concret? non, il faut, bien sûr, il faut demander, effectivement, de déposer. Ils vont pas vous, d'ailleurs, souvent, ils vous le font eux-mêmes en vous demandant si vous êtes intéressé, s'il y a une grosse somme, parce que, effectivement, ils ont des ordres de dire que c'est dommage qu'il y a de l'argent qui dort, surtout ça reste un certain nombre de moments, et donc ils proposent souvent aux clients de placer cet argent dans leur dépôt. Maintenant, si déjà vous parlez de ça, moi je conseille beaucoup aux gens, au lieu de le faire par les dépôts à terme, comme on vient de parler, il y a un produit qui est en Israël qui a énormément comment dire, de popularité depuis un certain temps parce que les taux de la Banque d'Israël ont beaucoup augmenté. C'est de l'argent qui est placé par les ceux qui gèrent ça dans les SICAV monétaires. On appelle ça SICAV monétaire en hébreu, kaspit. Kaspit, ça veut dire argent, kesef, le mot shekel. Le mot kesef, c'est kaspit en hébreu, comme SICAV monétaire. C'est de l'argent qui est la plupart investi ou dans des dépôts ou dans des emprunts de la Banque d'Israël, donc de l'argent très très sûr, très peu de volatilité, et il rapporte un peu plus, ou en tout cas au moins autant que de l'argent qui est bloqué 1 an par les banques. Et donc, c'est très important au point de vue de la liquidité du produit et bien entendu, il a aussi des avantages fiscaux. Si vous parlez maintenant, point de vue de ce que les banques font sur les comptes, je voudrais dire la chose suivante parce que j'ai eu plusieurs cas comme ça. Il faut savoir que si en Israël, sur votre compte, il n'y a pas de mouvement pendant 1 an, la banque peut placer sans vous le demander cet argent-là. De quoi il s'agit? C'est une ordre de la Banque d'Israël pour ne pas, soi-disant, léser le client. Maintenant, bien sûr, la banque d'abord va envoyer une lettre, mais elle ne va pas s'assurer obligatoirement que l'épargnant a reçu, que le détenteur du compte a reçu la lettre, en lui disant, voilà, tu as tant et tant, tu n'as pas fait de choses là-dessus, sache-le, et sinon, nous, on placera ton argent. Dans quoi il place là, cet argent-là? Dans des obligations d'État qui sont indexées à l'inflation. Maintenant, le problème est que comme les taux ont monté à un certain moment, les gens il y avait des gens qui sont adressés à moi qui ont dit, moi j'ai mis de l'argent dans la banque. Simplement, je voulais que ça reste. Même pas le faire travailler. Je voulais avoir tout d'un coup de l'argent si j'ai besoin. Et la banque, sans ma permission, a pris cet argent, l'a mis dans des obligations d'État et a pris des commissions parce que ça coûte de l'argent. Et moi, maintenant, je vois que j'ai perdu 6% dessus parce que les obligations d'État en Israël, même indexées à un moment donné, ont perdu beaucoup. Et s'ils sont à long terme, en plus, ils perdent encore plus. Et ils m'ont dit, regardez, j'ai perdu déjà 5-6%. Et c'est un véritable scandale, à mon avis, comment dire, de faire des manipulations avec la Banque d'Israël le dit de le faire sans être sûr que le client le veuille. Mais il n'y a rien à faire contre ça, c'est la législation en Israël. Bon, ben, on est de plus en plus éclairé. Maintenant, Daniel, j'aimerais bien que vous nous entreteniez de Bezek, qui devient le nouveau concurrent dans le secteur électrique. Oui, effectivement, Bezek comment dire, va également aller dans le système, comme vous dites, dans le système électrique, va pouvoir vendre aux particuliers, va le faire dans plusieurs mois, de l'électricité aux particuliers, aux entreprises. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, ça pouvait être fait que par ceux des gens qui avaient des compteurs intelligents. Maintenant, même à partir de l'été, même des gens qui ont pas qui ont des compteurs normaux qu'on appelle compteurs non intelligents pourront aller à la concurrence, dont Bezek, et acheter de l'électricité ailleurs. D'ailleurs, il faut dire que c'est important parce que la note d'électricité a beaucoup augmenté à cause d'augmentation de l'énergie ces mois-là pour les Israéliens. On a parlé de 100 shekels à peu près. C'est très important. Et donc, s'il y a de la concurrence, on parle d'une baisse justement et aussi par PSL de 10 à 20%, en tout cas 10%, je veux dire 10% par rapport à ce qu'on paye maintenant, ce qui est déjà important pour ceux qui voudront aller vers la concurrence. Comment peut-on lire, Daniel, que la richesse des Israéliens depuis 5 ans a été multipliée, depuis 20 ans a été multipliée par 5, alors qu'en fait,
dans la vie de tous les jours, on est confronté à de plus en plus de familles qui sont dans le besoin. Oui, effectivement, il y a eu une recherche qui a été faite qui a montré que depuis 20 ans, les Israéliens sont devenus plus riches. D'ailleurs, même les gens qui sont dans la plus basse, dans ce qu'on appelle les dixièmes le plus bas. Il y a dans les pays comme l'OCDE, on classe les gens d'après la façon dont ils gagnent en 10 parties. Et il y a de ça 20 ans, il y avait 20%, les pauvres en Israël étaient plus pauvres que la moyenne, de 20% que la moyenne de l'OCDE. Maintenant, grâce surtout à l'obligation de la retraite qui a été faite au milieu des années 2000, alors beaucoup d'Israéliens sont sortis du degré de la pauvreté. Maintenant, vous posez une très bonne question en disant, mais d'abord on entend comment dire, qu'il y a une précarité des gens et qu'il y a un problème. C'est vrai, ce qu'on dit souvent, le ressenti, c'est d'abord que l'inflation des produits de consommation est plus importante que l'inflation réelle, ce qui fait que les gens ont l'impression d'avoir moins d'argent pour consommer que ce qu'ils ont fait avant, bien que l'inflation reste maintenant en Israël entre 2,5 et 3%. Quand on dit que le mécénat est important en Israël, quelle est l'incidence du mécénat sur la vie des Israéliens? Oui, oui, c'est une étude que j'avais faite d'ailleurs, qui m'a été demandée par Kalita, très intéressante, qui montre que ils ont en Israël une organisation qui s'appelle Ma'ala, qui veut justement promouvoir le mécénat en Israël et montrer aux entreprises que si elles font du social, elles gagneront. Et elle a 160 000 sociétés qu'elle note. Et elle s'est rendue compte que parmi ces sociétés-là, 80%, donc c'est important, font du mécénat. Et donc, la solidarité à ce niveau en Israël est très, très importante. Ça explique pourquoi le mécénat est tellement développé en Israël. Il y a cette envie de solidarité et même du monde économique vers l'ensemble de la population. Dans les conseils économiques, je voudrais dire quelque chose parce que c'est deux sujets qui me sont souvent posés maintenant. C'est d'abord problème de gens qui en Israël viennent et on leur dit, voilà, vous avez un compte. Les gens viennent et disent à la banque, vous savez, j'ai un compte. Et où est-ce qu'il est passé ça a disparu. Et la Banque d'Israël fait déjà plusieurs années un site internet qui s'appelle Harakesef, en français, la montagne de l'argent, où quelqu'un, même s'il n'est pas israélien, par son passeport, de lui ou un de ses proches, il peut immédiatement savoir s'il y a un compte à lui, s'il y a un compte à ce numéro-là qui n'est pas utilisé. Ça, c'est une chose. Et donc, c'est très important de le savoir qu'il existe cette possibilité-là. Et également, de ne pas se décourager. Moi, j'ai aidé plusieurs personnes à qui on avait dit qu'il n'y avait plus d'argent à les retrouver. Et des fois, il faut bien demander aux banques, comment dire, même faire appel à mes services à Calita qui sont bénévoles, et j'aiderai les gens à retrouver les comptes. Une autre chose que récemment on m'a fait également beaucoup parlé, c'est les problèmes de notation. En Israël, les Israéliens sont notés, comme j'avais dit, depuis l'année 2019, mais on remarque qu'en ce moment, il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites. D'abord par le système lui-même, qui des fois ne prend pas en cause de ce qui s'est passé, des erreurs historiques. Donc, si quelqu'un tout d'un coup se voit refuser un prêt, il peut demander gratuitement à voir sa notation à la Banque d'Israël. Il y a un site qui est pour ça et voir si sa note est justifiée ou pas. Il peut faire un recours également. Et il faut savoir enfin à ce sujet des prêts qu'il y a Hogan, qui est une association, on a parlé de Sénat, elle c'est une sorte de prêt qui fait des prêts, une association qui fait des prêts à but non lucratif. Souvent, d'ailleurs, ils amènent de l'argent de l'étranger. C'est arrivé pour la guerre. Ils ont fait ça. Ils ont appelé ça Hogan Spark. Et avec ça, ils permettent aux gens qui sont ici, que ce soit des gens Milouim, que ce soit des gens qui sont indépendants, de pouvoir emprunter à des taux bien, des fois d'ailleurs nuls, ou en tout cas beaucoup moins chers que ce qu'ils. Au revoir, merci. Merci Daniel. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris, Culture et Spectacle.